Là, j'ai décidé de vous montrer à la fois, dans un premier temps, peut-être des choses qui peuvent être assez anciennes, hein, qui nourrissent le travail depuis pas mal de temps, donc des choses qui effectivement sont présentes, ont été beaucoup liées au travail de recherche, et puis aussi des choses beaucoup plus récentes, c'est-à-dire des travaux que j'ai faits depuis 2 ans, où là, on est plus dans la peinture, je vais dire, parce que je fais des allers-retours sans cesse, finalement, entre des pas de côté et puis un travail de peinture. Et je voulais démarrer par cette peinture qui, en fait partie d'une série, parce qu'elle était présente, effectivement, dans l'exposition Le Somnambule de Julie Vessière, à la Maison des Arts de Grand-Quevilly, où Julie a fait des copies d'œuvres, et puis en même temps, dans l'exposition, il y avait les originaux qui étaient présents. Et donc, c'est une toile qui fait partie d'une série de peintures, de petits formats, que j'ai réalisé. Alors, pour moi, c'est un peu une série qui a une dimension séminale, c'est-à-dire que c'est vraiment le démarrage, un peu peut-être de mon nouveau travail. Avant ça, j'avais une pratique de... alors ça me semble un peu étonnant par rapport à ça, mais j'avais une pratique assez pop, en fait, d'animation numérique, parfois en 3D, parfois en 2D, assez graphique. Donc j'étais issu de Goldsmith, comme on en a parlé précédemment, et donc c'était des animations numériques en boucle, etc. C'était un travail qui était très séduisant, très contrôlé, puisque ça passait par l'ordinateur, et figuratif également. Donc c'était des images souvent assez... alors je ne le présente pas là, mais c'était des images de jungle assez luxuriantes, c'était des voitures qui explosent, voilà, il y avait toutes sortes de choses. Et puis j'ai cette série de petits pots de fleurs un peu mal peignés, en fait, mal peigné au double sens du terme peut-être, est arrivé alors que je préparais une exposition avec Fabienne Odéou dans un lieu qui s'appelle La Générale, qui n'existe plus, et l'exposition s'appelait L'Enfer, et on voulait travailler sur la question du goût, c'est-à-dire le fait que des choses sont considérées comme de mauvais goût, ou bien sont considérées comme démodées. Voilà, cette question aussi de la mode dans l'art. Et moi, j'avais finalement, c'était un intérêt que j'avais cette idée de faire cette série-là depuis de nombreuses années, mais je ne passais pas à l'acte. Et ça s'est produit presque de façon, presque à mon corps défendant, j'ai envie de dire. Donc c'est une série qui est toutes les toiles sont improvisées. Elles sont, c'est des petits formats, donc on est un peu aussi dans un lien à la peinture amateur. J'embrasse à ce moment-là, et ça va rester tout au long de mon travail de peinture, quelque chose qui pourrait paraître comme un stéréotype, qui est la nature morte, donc voilà, des vases, des fleurs, et dans une palette qui est éteinte, qui est une palette presque qui a un côté un peu mastic parfois, je ne sais pas si avec des stylistiques en fait qui sont... Donc c'est improvisé, mais en fait j'avais en tête plein d'œuvres, plein d'artistes. Alors le plus évident peut-être, si je reviens un peu en arrière, donc à l'époque, ça date de 2009 par là, Bernard Buffet, où il n'y avait pas eu de tentative de réhabilitation, donc aussi de travailler sur des artistes qui ont connu un grand succès populaire, c'est le cas de Bernard Buffet, mais qui en même temps étaient totalement honnis, haïs dans le champ des pratiques contemporaines. C'est une série qui a une dimension un peu paradoxale, parce que je l'ai produite à la fois de façon très consciente et on peut dire un peu distanciée, et en même temps, comme c'est peint, eh bien, il y a des hasards. J'étais engagé dans l'idée de faire aussi une bonne peinture, mais une peinture un peu âpre, qu'on ne peut pas vraiment aimer complètement, en tout cas avec une forte ambivalence. Il y a un côté un peu systématique, puisqu'il y a toujours un parapet, une fleur, parfois un objet posé à côté, et le cadre, c'est-à-dire les fleurs sont toujours contraintes par le cadre. Parfois elles sont cassées, donc là il y avait plusieurs styles aussi, c'était pas homogène en termes de style, puisque là on pourrait penser par exemple à Walt Disney, voilà, si vous avez en tête Blanche-Neige, ce genre de...
et fabriquer aussi des objets qui ont une sorte de, qui sont pas fonctionnels. Donc là, comme cette bougie qui est fichée dans ce vase, les fleurs qui souvent tapaient contre le cadre. Donc il y avait cette espèce de chose assez ambivalente de sincérité, de distance, et en même temps c'est aussi une série qui était complètement en rupture avec tout ce que j'avais fait, qui a complètement rebattu les cartes de mon travail, qui m'a aussi embarrassé. J'en avais un peu honte de cette série. Et je trouvais intéressant aussi cette idée de produire quelque chose dont on a un petit peu honte, parce que d'une certaine façon il y a une dimension de tristesse, de défaite. Je voulais travailler sur les artistes, cette période un peu historique où l'art français, ou l'art en France plutôt, dans les années 45-50, perd le monopole un peu historique, de la domination, et ne s'en rend pas compte. Et donc, c'était pas simplement Bernard Buffet, c'était un peu tous les épigones, une sorte de peinture montmartoise que j'explorais en inventant des formes et avec des souvenirs, principalement basés sur des souvenirs. Alors j'en avais un petit peu, j'étais embarrassé avec ces peintures. Ça a beaucoup divisé aussi les amis qui ont vu cette exposition. Et je trouvais ça intéressant aussi que finalement, je voulais mettre le spectateur aussi dans des sortes d'embarras, c'est-à-dire ne pas savoir vraiment ce qu'il regarde. Est-ce qu'il regarde une peinture de marché aux puces faite par un peintre amateur? Est-ce qu'il regarde une peinture qui est vraiment contemporaine avec son époque, ou bien qui date véritablement des années 50 ou 45? Donc il y avait un peu cet enjeu-là. Voilà, donc ça c'est le point de départ du travail qui va suivre. C'est aussi lié, je pense, à mon premier rapport à l'art enfant. Moi, je ne viens pas d'un milieu où on n'allait pas voir d'expo, on ne faisait pas ce genre de choses. Et c'est un souvenir de maternelle où il fallait qu'on aille faire la sieste, comme on fait en maternelle, et on passait devant des portraits qui me faisaient extrêmement peur, une série de portraits, des posters, etc. Et des années plus tard, j'ai compris que ces portraits, ces posters, c'était les clowns de Bernard Buffet, qui était dans les années 70, moi j'étais enfant dans les années 70, c'était un peintre populaire, et il y avait tout plein de posters. Et la maîtresse d'école ou la directrice de l'école avait dû penser que c'était bien de mettre des posters de Bernard Buffet. On avait ces visages grimaçants et qui en fait me foutaient une trouille bleue. Et c'est ma première rencontre avec quelque chose qui ressemble à de l'art, je pense. Et voilà, ça c'est un peu un truc souterrain que j'ai compris un petit peu plus tard. Alors il y a cet univers du rustique, toutes choses qui sont un peu discréditées aussi. Voilà. Alors, donc j'étais embarrassé avec ces petits pots de fleurs, mais en même temps je me disais que c'était là qu'il se passait quelque chose et qu'il fallait que j'avance autour de ces petits pots de fleurs. Et donc peut-être là, ça c'est une étape où j'ai en quelque sorte essayé d'ouvrir un petit peu tout ça. Et de deux façons, ça c'est une exposition en 2012, voilà. Et je présentais donc l'ensemble des peintures et puis également des céramiques. Que j'avais réalisées en collaboration et que j'avais défoncées tout en reprenant les formes de la céramique populaire des années 50 et tout en les tordant, en rajoutant des anges dans tous les sens, en faisant où il y avait l'idée comme ça de produire un objet qui est à la fois beau et moche. Il y avait vraiment cette chose-là, et que l'idée, c'était pas forcément que dans les peintures, on voyait la céramique physique qui était présente dans les peintures, mais plutôt comme ça des espèces de déco. Et l'autre façon d'essayer de me tirer de ces petits pots de fleurs, de leur donner peut-être un autre statut, ça a été entre autres de réaliser les mêmes petits pots de fleurs, c'est-à-dire vraiment peinture amateur, vraiment des formats assez réduits, sous une forme beaucoup plus grande, et donc très grande peinture d'automne, donc des formats comme ça, avec l'idée que peut-être c'était aussi une façon de donner un peu de flamboyance à ces petits pots de fleurs. Alors là, vous avez d'un côté une vue de l'accrochage avec les céramiques, et de l'autre, un autre grand format, alors moins grand que ça, c'est peut-être une des plus grandes toiles que j'ai faites, 3,48 m par 2,80 m. Voilà.
Et donc j'étais avec cette idée comment dire, voilà, d'axer mon travail autour de la peinture finalement de nature morte, d'embrasser quelque part un stéréotype et de voir qu'est-ce qu'on peut tirer d'un stéréotype. Est-ce que c'est vraiment un stéréotype qui est épuisé ou est-ce qu'en fait on peut trouver des surprises, imaginer des choses, fabriquer des choses nouvelles. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup obsédé. Et aussi ouvrir cette pratique autour de quelque chose, de ces petits pots de fleurs qui sont dans un statut quand même très ambigu, à d'autres pratiques, effectivement, comme on le disait un peu en introduction, et notamment le film. Et j'ai initié un cycle de films qui sont des films un peu où il y a une dimension burlesque, parce que la dimension humoristique dans le travail artistique, moi je trouve toujours intéressante à explorer. Donc ce cycle de films s'appelle Les Ballets Barbares. Et là vous avez tout à l'heure je vais vous montrer un extrait d'un de ces ballets barbares. Là vous avez deux styles. C'est le premier ballet barbare où en fait, dans tous les films, je figure un personnage de peintre. Je ne suis pas vraiment en train de jouer la comédie. En fait, les 3 premiers films, je peins vraiment, réellement, au même titre que je peindrais dans l'atelier. Mais en même temps, la situation, le fait que c'est filmé avec quand même aussi un système de raccord, ce n'est pas des plans fixes, même si ce n'est pas du grand cinéma, il y a un travail de montage auquel je tiens. Et la situation aussi, qui a une dimension burlesque, ou décalée ou étrange, fait qu'on est dans quelque chose qui verse du côté de la fiction, mais qui est un peu indécidable. On ne sait pas vraiment, et pourtant je ne joue pas vraiment la comédie. Donc là, pour ce premier ballet barbare, je suis donc habillé en rouge, et puis j'ai une sorte de peau de mouton sur la tête, et je suis en pleine nature, et je trouve cette espèce d'immense toile, et je me mets à peindre, comme vous le voyez là sur cette... donc de façon... alors le film, ça peut paraître comme un gag, hein, si je vous présentais quelques minutes, ça semble presque gaguesque, mais en fait l'idée c'est aussi de l'étirer, de montrer tout le travail de peinture, la plasticité aussi quand la peinture apparaît. Et donc, on se retrouve avec quelque chose qui est un peu bizarre, où finalement, il y a une intensité, parce que je peins pour de vrai, et c'est un très grand format. Et en même temps, c'est nourri, comme les petits pots de fleurs, avec des images, c'est pas des références, mais des envies liées à des peintres déclassés, oubliés, qui ont été peut-être trop à la mode et qui finalement sont un peu relégués aux oubliettes. Et là, mon modèle, une des sources d'inspiration, c'est un peintre qui s'appelle Georges Mathieu. Donc pareil, très honni par l'art contemporain pour plein de raisons. Je ne vais pas forcément toutes les développer, mais notamment pour des raisons, entre autres, politiques. Mais c'est aussi un peintre qui a beaucoup marqué la culture populaire, puisque la pièce de 10 francs, donc Back in the Days, c'était fait par Mathieu, le logo d'Antenne 2 était fait par Mathieu. Donc c'est des gens qui ont incarné un peu une époque, un peu les 30 Glorieuses, et qui ont eu un peu une très grosse reconnaissance, et puis après sont complètement, ont subi plutôt un rejet. Voilà, c'était un personnage très dandy également, qui a exécuté parfois sur scène des grandes toiles expressionnistes. Et une de mes sources d'inspiration, c'est un film que je trouve assez étonnant, qui s'appelle, c'est un film de Frédéric Rossif qui s'appelle Georges Mathieu ou La fureur d'être, et où on voit Mathieu en train de peindre une grande toile, et il y a Vangelis qui fait de la musique, il y a une danseuse qui est là. Donc il y a une espèce de truc à la fois, quelque chose de grandiloquent, et il y a une dimension presque camp, on pourrait dire, qui à la fois sublime, que moi je trouve assez généreuse et étonnante, et en même temps qui est aussi ridicule. Voilà, j'aime bien cet alliage des deux, et d'une certaine façon, il y a quelque chose de ça, en tout cas dans le déclencheur qui a fait que ce premier ballet barbare est né. Et je vais pas vous... Et évidemment, à la fin, je ne fais pas une peinture qui est abstraite, ça commence comme une peinture abstraite, comme une sorte presque de cliché d'une peinture abstraite aussi, avec des grands cisaillements sur la toile.
Alors, ça, c'est le deuxième ballet barbare qui s'intitule Spatioporté, qui a été fait en... Alors, j'ai deux images. Qui a été fait en caméra 3D, donc il y a plusieurs versions, mais il y a une version vraiment où on met les lunettes qu'on met au cinéma. C'est tourné dans la Fondation Vasarely, à Aix-en-Provence, qui a une fondation fabriquée, réalisée, conçue par Vasarely. Je vous conseille d'y aller si vous passez par là, c'est intéressant. Et Vasarely, pareil, bon, il y a eu une grosse exposition qui l'a un peu réhabilité en quelque sorte, mais c'est un artiste qui a eu un énorme succès dans les années 60 et qui a été ensuite, finalement, c'est comme si le succès avait fabriqué le fait qu'on ne pouvait plus vraiment le regarder ou le revendiquer, etc. Voilà, c'est quelqu'un dont les travaux ont été dans l'espace public, sur des couvertures de livres, notamment je pense que ça se pratique encore, mais les livres de maths, par exemple, quand on était en 5e, avaient tout le temps des Vasarely en couverture, etc. Donc voilà, je voulais travailler aussi avec ça, et en même temps, il y a une dimension burlesque. Alors quand je dis burlesque, c'est vraiment ce à quoi je pense, mais j'en suis loin, c'est les Buster Keaton, c'est ces gens-là, mais je ne suis pas du tout de ce niveau-là. Et donc, j'incarne un personnage de cosmonaute qui débarque dans cette fondation comme s'il était transporté dans le temps et qu'il arrivait dans cette espèce... La fondation ressemble à un énorme vaisseau spatial, d'une certaine façon, avec des œuvres monumentales, et donc gère un peu hagard, couvert de paillettes, gère dans cette fondation, et je trouve des échasses et donc qui me permettent de sauter. Et donc là, je n'ai pas d'image, mais ensuite, en sautant donc, sur ces échasses, en projetant de la peinture sur une toile noire cette fois-ci, de la peinture argentée, je réalise une toile au départ abstraite, et puis finalement, évidemment, je ne vais pas vous dire, mais forcément, il y a un bouquet de fleurs qui apparaît. Voilà. Donc ça, c'est le... Alors, j'ai choisi, parce que je voulais présenter beaucoup de choses, j'ai peut-être été un peu ambitieux d'ailleurs, j'ai choisi du coup de ne pas vous montrer le deuxième ballet barbare qui se passe sur l'île de Moorea en Polynésie française. Voilà, parce que ça nous embarquerait trop loin. Mais c'est une étape importante pour moi, Tahiti, la Polynésie. Mais peut-être j'en reparlerai un petit peu plus tard. Et là, on est avec pour l'instant, le dernier ballet barbare que j'ai produit, qui est sensiblement différent. Je vais du coup vous en présenter un extrait, les 7 premières minutes.
Donc ça, c'est le dernier ballet barbare où je peins pas. J'incarne plutôt un personnage voilà, de peintre mort auquel on vient rendre un dernier hommage. Alors ça va sembler très très immodeste, mais en fait le point de départ, comme chaque fois, il y a toujours un artiste en fait, mais c'est complètement retransformé. C'est les images que j'ai découvertes, que vous connaissez peut-être d'ailleurs, des funérailles de Malevich, où en fait on a des photos, il y a assez peu de photos, mais il y a 2 photos notamment où on voit donc la dépouille de Malevich, parce que Malevich avait organisé ses funérailles, et donc on voit son cercueil qu'il avait dessiné, peint, et qui est entouré par des lys, hein. Donc moi voilà, qui sont les fleurs un peu... bon, moi j'ai une affection particulière pour les fleurs, vous commencez à le comprendre. Et autour de sa dépouille, il y a des peintures. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que c'est des peintures qui appartiennent à des périodes complètement différentes dans le cas de Malevich. Il y a des peintures figuratives avant la période suprématiste, il y a des peintures figuratives après la période suprématiste, et qui sont installées non pas forcément à la verticale, mais vraiment penchées, vraiment comme dans un accrochage 19e finalement. Et j'ai trouvé ça très beau et très touchant. Et il y a également, toujours pour ces funérailles, une camionnette ouverte qui transporte la dépouille, parce que là, vous doutez bien que dans le film, en fait, voilà, le corps va être emporté, etc., enfin, le supposé corps. Et donc, sur la camionnette qui emporte Malevich, il y a le carré noir sur fond blanc qui est mis sur le capot. Donc des images très fortes comme ça, d'une sorte de procession. Et alors, évidemment, je ne suis pas du tout en train de m'identifier, il y a d'autres éléments moi, qui viennent se mélanger et qui tirent ça dans d'autres directions. Et notamment, il y a beaucoup de choses là sur l'idée sur des choses, encore une fois, de souvenirs d'enfance. Moi, j'ai grandi dans voilà, pas loin de ce petit village, de cette nature plutôt qu'on voit. Et donc ces souvenirs des animaux, par exemple, qui étaient amenés au pré, et quand on était en voiture, en bagnole, voilà, on était stoppé par les animaux qui passaient pour aller au champ. Et donc je voulais re-explorer ça. Également le côté, encore une fois, par exemple la fanfare, c'est une vraie fanfare de village, des pratiques qui sont
qui ont un peu une sorte d'invisibilité aussi dans, voilà, dans notre modernité, et avec lesquels moi j'ai une sympathie finalement, ou une proximité, ou une tendresse en quelque sorte, tout en voyant aussi qu'il y a ce côté, il y a cette dimension rustique qu'on voit sur les peintures, etc., qui est, évidemment, il y a aussi de l'humour aussi dans le traitement de certains éléments figuratifs. Alors, c'est l'idée d'une sorte d'hommage à une sorte de peintre un peu obscur, comme ça, qui est rendu par des villageois. Et les peintures sur les animaux, que j'ai réalisées évidemment, mais on ne connaît pas tellement leur statut, puisqu'on voit les peintures peintes. Alors vous revoyez les peintures, les petits pots de fleurs qui font retour, mais les peintures sur les animaux, finalement, on pourrait tout à fait supposer qu'elles sont faites par les gens du village, dans le style du peintre, pour lui rendre hommage, parce qu'elles ont un côté beaucoup plus simple. Elles sont réalisées au pochoir, à la bombe, etc. Donc elles ont un côté un peu plus comme ça, plus graphique. Et on va se transposer à Shanghai. On passe de la campagne à... C'est pas complètement dans l'ordre de... Voilà, j'ai un peu... Mais je voulais que ce soit un petit peu... qu'il y ait de la cohérence et tout. Là, on est dans un marché populaire de Shanghai, qui est le... Voilà. Donc, j'ai peut-être une image, je vais vous montrer, pour que vous compreniez mieux. Voilà. Là, on comprend un petit peu comment est fait ce marché. C'est un marché, en fait, où il y a des allées couvertes, et de part et d'autre, il y a des boutiques qui sont certaines qui ont une vitrine, d'autres on a accès directement. Et donc ces boutiques, ces boutiques sont de tout ordre. C'est pas des boutiques forcément de nourriture, mais on y vend, par exemple, ici des chaussures, c'est un cordonnier. Ici, c'est un coiffeur, ce personnage-là. Là, c'est un bazar. Voilà, ici, c'est un endroit où les gens se louent à la journée pour toutes sortes de tâches, mais ça se transforme en tripot de mahjong assez rapidement pendant la journée. Ici, ce sont des babysitters qui se louent à la journée, mais qui aussi jouent. Vous voyez, là, on est un peu plus tard dans la journée, elles sont en train de jouer, etc. Alors, dans ce bazar, il y a un lieu qui s'appelle le Bazar Compatible, qui n'existe plus parce que le bazar a été, je crois, il y a 2 ans, rasé. C'est un bazar immense, mais ça a été rasé par les autorités chinoises, voilà, qui ne sont pas spécialement connus pour leurs trucs très démocratiques. Donc voilà, le bazar a disparu. Il y a plein de bazars de ce type-là à Shanghai. Et le Bazar Compatible, c'est un lieu créé par Paul de Vautour et Ilan Xia. Paul de Vautour, c'est un artiste qu'on pourrait qualifier d'artiste conceptuel, avec lequel moi j'ai fait plusieurs projets, j'ai participé à plusieurs de ces projets. C'est quelqu'un qui avait inventé dans les années 90 une cinquantaine, je crois que c'est une cinquantaine, de faux artistes dont il faisait les œuvres. Et il se présentait comme collectionneur, donc c'est quelqu'un qui joue aussi de façon assez conceptuelle avec le milieu de l'art. Et depuis quelques années, il s'intéresse beaucoup à la question de la pédagogie, justement, et il a fondé une école en Chine qui s'appelle l'école Offshore, qui au départ accueillait des étudiants chinois et français, mais qui, maintenant marche évidemment un petit peu plus difficilement depuis le Covid, mais accueillait des étudiants de 4e année d'école d'art française pendant 6 mois, 1 an là-bas. Voilà. Et qui accueille des artistes, mais sur un mode très ouvert, etc. Et donc, il avait aussi, c'est quelqu'un qui s'intéresse à ce dont Tania a parlé en début d'intervention, à imaginer des dispositifs où l'art existe en dehors du white cube, pour faire vite. Voilà. Et donc, un de ces dispositifs, c'était le bazar compatible, c'est-à-dire qu'il y avait cette espèce de box gris dans lequel des artistes faisaient des interventions. Il y a eu plus d'1 centaine d'interventions, à l'intérieur de ce marché populaire. Moi, j'avais choisi il y a d'autres projets que je ne vais pas vous montrer parce que je n'ai pas vraiment le temps, mais j'avais choisi d'incarner une sorte de peintre, comme un peintre public,
un peintre, voilà, quelque chose qui est pas loin finalement du peintre que vous verrez sur la place du Tertre, d'une certaine façon, à Montmartre, hein, voilà. Et j'avais, le truc auquel j'avais pensé, c'était de proposer aux différents commerces, à certains des commerces, ceux qui acceptaient, ceux qui avaient envie, de réaliser la peinture de leur choix. Alors, le projet s'appelle Le Peintre Singe, c'est un petit peu une blague autour de l'idée que les peintres seraient comme les singes, en fait, ils auraient une habileté, mais en fait, ils seraient complètement stupides. Voilà, il y a eu pas mal de peintures sur des peintres qui sont des singes en train de peindre, voilà, il y a des célèbres. Et moi, je sais peindre, je sais représenter, et c'est vrai qu'en même temps, c'est une aptitude qui n'est pas forcément pertinente dans le champ de l'art contemporain, de savoir reproduire. Donc c'était une façon finalement de trouver un dispositif où je me trouvais des commanditaires, qui étaient un peu des commanditaires presque forcés, puisque finalement je leur proposais quelque chose qu'ils n'avaient pas demandé. Et donc eux me disaient, par exemple, bah, vous voyez, alors on les voit... par exemple, les femmes, ces femmes-là, là, qui se louent à la journée comme babysitter, elles m'ont demandé elles m'ont demandé une femme à l'enfant. Alors ça, c'est quand même assez coton. Quand vous avez pensé à toute l'histoire de l'art, la femme à l'enfant, vous avez toutes les vierges et les madones qui vous tombent dessus. Et donc j'ai fait d'après photo le portrait d'une femme dont j'ai oublié le nom, qui est très connue à Shanghai, qui a monté des dispensaires pour les orphelins, etc. Donc j'ai réussi à me tirer de ce faux pas. Et donc chacun me demandait des choses. Et ce qui était assez étonnant aussi, c'est que beaucoup de mes commanditaires m'ont demandé de peindre comme une enseigne. Par exemple, le cordonnier m'a demandé de peindre sa plus belle paire de chaussures que je pense qu'il voulait vendre. Donc j'ai réalisé, là vous voyez, je la tiens à la main et on est en train d'installer la peinture. Voilà, donc l'idée c'était demander à ce qu'on me passe commande, réaliser les peintures en public, c'est-à-dire que voilà, là vous me voyez en train de réaliser un petit chat porte-bonheur. Dont la boutique est ouverte, donc j'ai des photos, mais là je ne les ai pas sous la main, mais voilà, où il y a des gens qui viennent me voir, etc. Et ensuite, le truc assez rigolo, c'était finalement l'exposition, entre guillemets, c'était en fait l'installation avec les commerçants des peintures dans les différentes boutiques, ce qui aboutissait aussi à des accrochages très étonnants. Bon, pareil, là j'essaye de passer un petit peu vite parce que je vois que le temps file, mais il y a des accrochages qui sont un peu très hasardeux, rigolos aussi. Voilà. Et bon, je ne vais pas revenir là-dessus, mais j'ai eu aussi un refus. Là, ce monsieur-là a refusé ma peinture parce que j'avais peint un cheval sans tête. Bon, bref, je ne vais pas. Donc il y avait un salon des refusés dans le marché. Alors, on est toujours à Shanghai. Ça, c'est un projet qui s'appelle Angst vor der Angst, ce qui veut dire en allemand peur de la peur. Peut-être je fais un tout petit peu défiler pour que vous compreniez un petit peu le dispositif. Voilà, c'est ça. C'est un projet que j'ai fait en collaboration avec ma compagne Émilie Lamoine, qui est réalisatrice. Et on est parti d'un film de Rainer Fassbinder qui s'appelle Peur de la peur, Angst vor der Angst, qui raconte l'histoire ça se passe dans un appartement, qui est assez étouffant, et c'est une femme au foyer de la petite bourgeoisie allemande. Ça se passe dans les années 70. C'est fait pour la télé, donc c'est un format assez carré finalement. Et cette femme au foyer, qui est mère de 2 enfants, je crois, si je ne dis pas de bêtises, elle a peur de devenir folle, en fait. Hein, elle est totalement oppressée par son mari, par la belle famille qui habite dans l'immeuble, etc. Donc on est parti de ce film, qui est assez génial, hein, comme beaucoup des films de Rainer Fassbinder. Et l'idée, c'était que pour l'exposition, on a créé une sorte de décor qui est un décor d'intérieur, mais qui est factice. Donc vous voyez, il y a quelques meubles, il y a un miroir, il y avait un autre miroir avec des fleurs, mais que je n'ai pas en photo. Et moi, j'ai réalisé des peintures qui se tiennent debout dans l'espace. Donc toujours cette idée aussi qui m'intéresse beaucoup, de produire des peintures qui ont une sorte d'autonomie par rapport au mur.
Et vous allez voir que ça revient aussi un petit peu plus tard. Donc il y avait les peintures, elles sont fabriquées avec des fragments d'images du film de Rainer Fassbinder et de la façon dont il compose l'espace aussi. C'est-à-dire que souvent, il y a des bouquets de fleurs au premier plan. L'espace est toujours obstrué, en fait, dans sa peinture. C'est peut-être encore plus évident sur celle-ci, là. C'est-à-dire qu'on n'a pas accès à la profondeur, en fait. Elle est toujours un peu contrariée. C'était des espaces qui se donnaient comme volontairement factices. Donc, il y avait l'idée que c'était comme des plateaux, là, vous voyez, comme des plateaux de télé ou de cinéma. Et qui était vide de corps. Et pendant la durée de l'exposition, Émilie Lamoine, donc, elle a tourné un film donc c'est elle qui incarnait le personnage, mais il y avait un double à un moment donné. Là, je ne vais pas pouvoir résumer son film, mais disons, pour faire vite, donc dans le film, où on voit les peintures, on voit aussi le vernissage de l'exposition, eh bien, on a une jeune femme qui joue à vivre en quelque sorte, donc qui joue à se coiffer, à arranger les fleurs, à se servir du thé qui n'existe pas, etc. Et qui se réveille et qui s'endort de façon multiple, comme ça, comme une sorte de rêve dans le rêve. Voilà. Et donc ce film qui était tourné pendant le temps de l'exposition était à la fin de l'exposition restitué à côté de l'installation. Voilà, sur un système comme ça d'écho. Alors vous voyez aussi que je vais en dire deux mots, mais que la palette picturale à ce moment-là s'est beaucoup éclaircie. Et ça c'est un peu lié, je ne voulais pas trop alourdir la présentation, mais c'est un peu lié à mon séjour à Tahiti où je suis resté 2 mois. Et voilà, où encore une fois, il y a toujours, c'est comme l'histoire des petits pots de fleurs, il y a l'idée que c'est un stéréotype. J'ai eu une bourse du CNAP pour aller à Tahiti, j'ai choisi Tahiti, mais tout en me disant, voilà, ça va être un cliché, une carte postale, ça va être insupportable, etc. Et en fait, j'ai été assez bouleversé par mon séjour à Tahiti, et notamment par la lumière, qui est assez dingue. Ça semble complètement cliché de dire ça, mais c'est vrai. Et par les couleurs, évidemment. Et donc, à ce moment-là, j'ai essayé d'introduire la couleur dans la peinture. Et quand je suis revenu à l'atelier à Paris, que j'ai tout déroulé, je trouvais ça qu'il n'y avait pas du tout la lumière de Tahiti. Et à partir de là, je me suis mis à utiliser des pigments fluo, en fait, dans ma peinture, dans ma peinture à l'huile. Et donc, qu'on perçoit ici, voilà, qui est vraiment, du coup, des couleurs qui provoquent cette sensation extrêmement forte. Voilà, bon, j'en ai suffisamment dit. J'avance. Donc cette histoire de travailler des toiles dans l'espace, qui sont physiquement présentes dans l'espace, qui n'ont pas besoin des murs, ça m'a amené à une série de toiles que j'appelle, pour faire simple, les peintures paravent. Alors peut-être j'en montre plusieurs et puis je vais revenir sur celle-là. Voilà, c'est toute une série. Je passe un petit peu vite. Voilà, et ça. Hop. Donc ces peintures paravent, elles étaient. Alors c'est aussi issu de Tahiti, parce qu'à Tahiti, j'ai tenté de juxtaposer nature morte, très colorée, avec de la sculpture polynésienne. Et j'étais assez peu satisfait du résultat. Et j'ai entrepris du coup de travailler, de séparer en fait ces deux motifs entre guillemets. Donc les peintures paravent, c'est 2 toiles qui n'ont pas les mêmes formats et dont une est biseautée. Et donc ça tient dans l'espace tout seul, hein, comme un objet. Voilà. Le principe que j'ai expérimenté dans ces peintures paravent, c'est d'essayer de faire tenir ensemble des choses en fait qui sont presque dans de la dissonance. Et alors, je vais essayer de faire un zoom. Voilà. D'une part, une nature morte qui était souvent traitée dans toutes les peintures paravent. Les fleurs sont peintes d'après nature. Hein. J'achète un bouquet, je peins des fleurs, ce qui s'est révélé en fait assez difficile. C'est très dur de peindre des fleurs, j'ai trouvé. Voilà. Et après, tout est improvisé, c'est-à-dire que les éléments
sont agencés comme ça de façon pyramidale au fur et à mesure, avec des inventions, avec des jeux sur la représentation, hein, comme cette espèce de rideau de douche, voilà, qui est tendu. Des citations, puisque vous avez par exemple ce truc arlequin, là, cette espèce de drap arlequin qui est tenu par un clou. Donc ça, c'est des citations évidemment de Picasso, des arlequins. Le clou, c'est un motif très récurrent dans le cubisme, par exemple. Le cubisme, c'est un mouvement qui m'intéresse aussi, surtout non pas pour les grands artistes du cubisme, mais en fait beaucoup pour les seconds couteaux, etc. Voilà, j'ai toujours cet intérêt pour des gens qui ont un peu disparu et qui ont fait du cubisme aussi, qui ont été un peu les suiveurs du cubisme. Il y a des choses qui sont peintes d'après des photos, donc vraiment issues d'Internet, comme cette espèce d'énorme marmite en cuivre. Voilà, donc des sortes de collages avec des jeux sur l'espace, des contradictions d'espace. Et puis de l'autre côté, l'idée que le masque que j'ai peint, tous les masques en fait sont issus, donc c'est des masques africains de l'Afrique de l'Ouest. Ils sont peints d'après photo, hein, évidemment je ne les ai pas peints d'après nature malheureusement. Mais en fait, ça m'intéressait aussi que ce soit des images en fait issues, la plupart c'est le musée du Quai Branly, et donc ce soit la façon dont finalement la logique muséale occidentale a en quelque sorte tenté de réifier le masque, c'est-à-dire de le figer, et notamment le soclant, alors que le masque c'est fait pour plutôt être performé. Hein. Je voulais voir dans la peinture l'idée que le masque est un élément qui résiste en fait, parce qu'il draine d'autres choses, il draine notamment la question du corps, hein, et comment la nature morte, qui est quand même toujours une pratique quand même de la réification des objets, c'est-à-dire du fait de, voilà, ça devient des objets, même si les fleurs c'est vivant, comment il pouvait y avoir une tension en fait entre les deux. Je me suis beaucoup aussi amusé, alors je vais pas zoomer parce que apparemment je ne sais plus après dézoomer, mais par exemple si vous regardez cette nature morte là, il y a plein de jeux visuels qui sont un petit peu en résonance avec Photoshop, c'est-à-dire des choses qui sont dans des fenêtres avec des ombres portées, des choses détourées qui ont des ombres contradictoires. Voilà, il y a aussi ce jeu comme ça avec des choses très rustiques, comme cette espèce de cruche. Voilà, qui est une sorte de céramique en fait produite de façon industrielle, mais qui imite une sorte de... Voilà, vous connaissez ce genre d'objet hein, qu'on voit dans certains restaurants, ou plutôt gargotes que restaurants d'ailleurs. Mais en même temps, il y a des choses qui renvoient à l'idée de l'image, voilà, de l'image numérique, du détourage, en tout cas dans cette série-là. Alors j'avance. Donc ça c'est une des peintures par avant et vous voyez donc projeté, ça c'est une vue d'exposition dans un lieu à Marseille qui s'appelle le Salon du Salon, qui m'intéresse aussi parce que c'est un lieu qui est un peu qui est un lieu privé en fait, qui est voilà, c'est quelqu'un qui a monté un lieu dans son appartement. Et je vous montre ça parce que c'est une expo qui est relativement récente pour moi, puisque c'est 2020, mais je me suis aperçu à un moment donné qu'il y a une sorte de circularité des choses produites, c'est-à-dire que les choses peuvent se rejouer. Par exemple, ici, vous avez à la fois donc, cette peinture par avant qui est là, vous avez la vidéo du peintre singe dont je vous ai parlé précédemment, et par exemple les vases que j'ai produits donc, il y a finalement assez longtemps. J'avais fait un protocole avec la personne qui gérait le lieu, qui devait fleurir ces vases en fait, régulièrement pendant toute la durée de l'exposition, et qui a, ma foi, plutôt bien respecté ma demande, parce que c'était des très belles fleurs, etc. Et donc, cette idée que les choses... ouais, il y a une circularité, il n'y a pas vraiment l'idée que des choses sont arrêtées, finies, elles peuvent réapparaître. Vous avez vu réapparaître les petits pots de fleurs, par exemple, dans le film La Procession. Alors, on va revenir à Julie Vessière, dont on parlait en introduction. Donc, effectivement, on a fait plusieurs collaborations, enfin, invité plusieurs fois à participer à ces projets, plutôt. Là, il s'agit d'un projet qui s'appelait le City Café. Julie avait pris un local qui était une ancienne banque en fait, et qu'elle avait transformé en un lieu qui était à la fois un café,
mais pas vraiment un café, puisqu'il y avait des expositions, mais on pouvait quand même boire un café dedans, donc une espèce de lieu très ambigu. Moi, j'aime bien aussi ces formes d'ambiguïté. Et elle avait invité des artistes en fait, à intervenir. Moi, j'avais été invité, je crois plutôt à la fin, pour en quelque sorte un épisode qui s'appelait City Life. Et pour City Life, comme le café était une sorte d'illusion comme ça, un trompe-l'œil en quelque sorte de café, il y avait cette dimension-là, du vrai du faux. Il y avait des peintures murales, il y avait notamment le logo City qui était écrit. Moi, j'avais décidé de réaliser, je vais peut-être vous la montrer pour une autre expo, comme ça vous verrez mieux, une grande toile qui était, donc ça c'est pas au City Café, hein. Le City Café, c'est ces images-là et ça. Donc cette grande toile, en fait, était comme une sorte de pot, comme un décor dans le décor, qui recouvrait une partie du mur et une partie du logo. On voyait qu'une partie surgir comme ça sur le côté, le Y de City. C'était aussi je reprenais un peu les formes de la procession que vous avez vu précédemment. Et donc c'est peint au pochoir, à la bombe et un peu à l'acrylique. Et c'était aussi des choses où je réutilisais en quelque sorte ce que j'avais un peu expérimenté avec les peintures sur les animaux de la procession. Ça tient aussi du décor de pizzeria, c'est cette espèce d'imaginaire un peu rustique. On a la farandole de saucisses. Alors évidemment, quand on joue avec des pochoirs, eh bien, ça devient presque évident de faire des farandoles de saucisses puisqu'on utilise le même pochoir. Voilà, il y a aussi tous ces jeux, tous ces jeux formels. Et la toile s'intitulait « La taverne de Platon ». Alors, je ne sais pas si c'est un jeu de mots qui est... mais c'est intraduisible en anglais. Mais vous connaissez peut-être, sans doute, le mythe de la caverne de Platon, qui est un des grands classiques. On voit des ombres, mais en fait, ce n'est pas la vérité, il faut sortir de la cave, etc. Vous êtes familier, j'imagine, de ce mythe-là. Et voilà, donc c'est aussi une blague aussi autour c'est une blague assez à potache, hein, je l'avoue, sur cette idée comme ça d'une sorte de taverne. Bon, et donc là, c'est une expo, c'est une autre vue d'expo dans un lieu aussi intéressant. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec des lieux un peu, finalement, pas forcément institutionnels pour le coup. C'est un lieu qui s'appelle La Centrale, qui a été créé par un artiste, qui est peintre d'ailleurs, qui s'appelle Nicolas Tour. Et c'est un lieu, donc ça... Ah non, j'ai pas d'autre vue, pardon, hop, je reviens en arrière. C'est un lieu qui ne se visite pas, c'est un lieu physique d'exposition réelle, mais qui a une existence principalement sur les réseaux, sur Instagram notamment, en partie à une époque sur Facebook, mais plus maintenant, je crois. Et donc, il y a des invitations, Nicolas fait des invitations à des artistes, amis, et moi, je ne me suis pas rendu sur place, j'ai conçu avec les photos qu'il m'a données, je lui ai dit, bah, tiens, ça serait bien que ce soit tendu comme ça serait bien qu'il y ait des fleurs que tu ramasses. Et donc, il y a cette idée comme ça d'un lieu qui existe un peu comme une grotte, comme la grotte de Lascaux avant qu'elle soit découverte, qui est là, mais en fait, qui n'est pas forcément accessible. Voilà. Alors, j'aime beaucoup ce projet. Là, ça va être des choses plus, peut-être plus peinture, parce qu'on va arriver assez rapidement à des choses récentes. Peinture. Et ça vient des masques. J'ai eu envie de travailler sur la figure humaine, ce que j'avais jamais vraiment fait, en tout cas vraiment assumé comme travail artistique, comme œuvre. Sur des toiles, alors ça paraît pas comme ça, mais c'est quand même des relativement grands formats, c'est 2 mètres par 1,60 m. C'est une série, c'est des portraits. Je voulais travailler sur l'idée de peinture dans laquelle le corps humain devient la peinture, devient la toile. Voilà, on a l'impression que ça ne forme qu'une seule et même chose. L'idée aussi d'une peinture qui nous regarde un peu, qui a une accroche directe avec le spectateur, qui regarde le spectateur et qui soit présent
Et en même temps, je voulais travailler aussi sur une dichotomie entre deux styles. Là, vous avez quand même deux styles, entre guillemets. Vous avez une espèce de style assez ennuyeux, photoréaliste, même si c'est en fait dans le détail, c'est pas si photoréaliste que ça. Je pense qu'un peintre photoréaliste trouverait que c'est un peu bâclé, mais de cette cassette vidéo, qui est un objet obsolète. Hein. Et puis, de l'autre côté, quelque chose qui est très jeté ou qui apparaît comme tel, parce qu'on a tout, voilà, mais qui, là, pour le coup, est réalisé au fusain, et qui est un portrait, l'idée c'était de faire un portrait qui n'est pas mimétique, mais qui a une forme de ressemblance, qui va au-delà de la ressemblance, je dirais, photographique, entre guillemets, hein, pour faire un peu rapide. Et voilà, et donc j'ai travaillé à partir de mes proches, hein, donc là c'est ma compagne, un peu le truc aussi de faire ce qu'ont fait les peintres autrefois, peindre sa compagne, peindre ses enfants, faire des autoportraits, faire des choses finalement qui semblent complètement d'une autre époque, et puis voir comment on peut peut-être trouver quelque chose là-dedans. Et je voulais aussi travailler sur l'idée de... donc ça s'intitule La réalisatrice, des gens qui ont travaillé avec des techniques devenues obsolètes. Parce que moi, quand j'ai été pendant 10 ans, dont je disais un peu en préambule, artiste numérique, j'ai détesté le terme, mais en tout cas, je travaillais avec des logiciels, etc. Et j'ai beaucoup travaillé avec Flash, par exemple. Et donc, cette idée qu'à un moment donné, on est dépendant d'une technique et puis finalement, elle devient obsolète, je voulais un peu régler mes comptes, en fait, dans cette série-là, avec cette question-là. Et donc, il y a des objets, à chaque fois, pour chacun des portraits. Donc, là, alors, c'est pas la version finale, ça, je sais pas pourquoi ça s'appelle le portrait de la fille de l'artiste. Donc, ça joue aussi avec ces titres qu'on voit beaucoup dans la peinture du 19e. Donc, ça, c'est une de mes filles, qui a donc avec un espèce de téléphone à clapet Nokia qui vole. J'ai fait un portrait de l'artiste au verre de vin, donc ça c'est un autoportrait évidemment, dans lequel... alors ils sont tous traités un peu différemment, certes le premier que j'ai réalisé, c'est ce que je vous ai montré, c'est vraiment dessin, fusain, mais il y a toute cette question du fusain, du dessin aussi qui est présente, et à chaque fois un objet... Ici, j'ai peint, alors pas de façon aussi hyper réaliste qu'on pourrait le croire, pour preuve, voilà, mais bon, c'est le Mac que j'avais en, je sais pas, 98, je dirais, 99, et donc qui a été mon outil de travail, et avec donc les icônes, etc. Donc voilà, c'est un peu une façon de parler de ça aussi, de ce changement de type de travail. Et je voulais aussi que la partie hyper réaliste soit assez ennuyeuse à peindre et aussi assez ennuyeuse à regarder. Voilà, c'est pas très intéressant de voir un truc aussi détaillé, et c'est assez ennuyeux à réaliser. Et par ailleurs, l'autoportrait où il y a des blagues, hein, moi j'aime bien qu'il y ait des blagues aussi dans la peinture, donc il y a les choses qui font un peu cubiste, etc., mais il y a des choses qui font aussi un peu BD. Et puis il y a des choses qui se trouvent en peignant aussi, hein, beaucoup. Alors ça c'est un peu le quatrième de la série. Pour l'instant il y en a 4, mais il y en aura peut-être plus. Peut-être j'ai envie de peindre aussi des amis. Je vous montre juste des détails. On va commencer à arriver un peu dans la fabrique de la peinture, donc du coup sur des choses peut-être un peu plus récentes que j'ai commencé pendant le confinement, où j'ai décidé de reprendre cette histoire de petite nature morte, c'est des petits tableaux, et de partir sur l'idée d'une peinture qui est exécutée en un jour, de ne pas insister, reprendre. Il y a certaines étoiles que je vous ai présentées qui se sont étalées sur... bon, parce que je fais aussi plusieurs grandes toiles à la fois, mais parfois des temps complètement inconsidérés. Et donc il y avait ce côté un peu l'improvisation, mais avec la couleur. Et des choses sont réussies, des choses sont ratées, c'est pas très grave, voilà. Et également réexplorer donc cette histoire de la nature morte, mais ce qui est apparu finalement dans cette série-là, c'est que petit à petit, évidemment, il y a des motifs que j'avais déjà utilisés. Je ne vous ai pas montré les poissons avec des arêtes, mais ça, c'est des choses que j'ai peint. Mais il y a des surprises, hein. Il y a l'idée que j'improvise en fait ces peintures. Il y a le motif de l'image dans l'image qui est apparu de plus en plus.
c'est-à-dire voilà, parfois sur un petit tableau en arrière-plan, ici sur le vase, où on a un personnage qui est pendu à un arbre, si vous regardez attentivement. Et également, par exemple ici, toujours d'aller dans les artistes déclassés. Donc là, enfin déclassés, c'est peut-être pas un peu fort comme terme, mais en tout cas, je me suis dit dissocier la couleur de la ligne, comme Dufy par exemple, qui n'est pas un artiste majeur, qui n'est pas déclassé, ce serait un peu excessif de dire ça. Mais voilà, aller vraiment toujours vers ces artistes un petit peu qui sont pas, c'est pas Matisse, quoi. Voilà. Et d'explorer tout ça. Donc l'image dans l'image. Par exemple ici, le cubisme, hein, avec ce verre, cette bouteille, mais encore une fois, le cubisme des suiveurs plutôt qui m'intéresse. Des choses sont peintes aussi un peu d'après nature, par exemple la prise. Bon, j'ai une prise dans l'atelier, je me suis dit on va mettre un élément un peu plus contemporain là-dedans. Des images qui sont un peu comme des apparitions, une espèce de petit abri. Alors quand je dis que c'est improvisé, c'est vrai et faux. C'est-à-dire que, évidemment, quand je fais cette série de nature morte, c'est comme quand vous faites un sonnet, par exemple. Un sonnet, on sait qu'il y a tant de vers, qu'il faut que ça rime, il y a tant de pieds. Moi, quand je commence une petite nature morte comme ça, je sais qu'évidemment, il y aura un vase, il y aura une fleur, mais je ne sais pas vraiment qu'est-ce que ça va être. Et notamment, tout ce qui est image dans l'image apparaît. Il y a des choses que j'efface, que je reprends, parce que je ne suis pas content, parce que c'est trop évident. Et j'attends qu'il y ait une surprise qui se passe, qu'il y ait quelque chose que je n'ai pas prévu qui arrive. Donc c'est improvisé, mais en même temps, un peu peut-être comme en jazz, on improvise, mais malgré tout sur une trame. Ce petit pot, cette petite peinture, il y a en arrière-plan une sorte de faux Hartung, vous savez, le peintre avec une sorte de fausse signature. Voilà, donc il y a des jeux comme ça. Ici, alors ça m'a permis un petit peu cette série-là de placer aussi des choses que j'aurais peut-être pas assumées toute seule, comme ce petit tableau un peu tristouné avec cette espèce de route départementale, ces arbres, cette espèce de petite bicoque, et où en fait moi j'avais en tête, quand j'ai fait ça, la peinture de Vlaminck, quand Vlaminck n'est plus un peintre fauve, et se met à peindre des peintures de villages sous la neige qui sont assez difficiles à regarder, ma foi. Donc voilà, toujours jouer aussi avec quelque chose qui peut, par exemple ici, faire référence à la peinture amateur, mais aussi à une peinture comme ça un petit peu âpre, ou un petit peu, où il y a une part de laideur aussi. Et ça m'intéressait beaucoup que finalement ce soit ce qui entoure la peinture, qui soit coloré, où on ait ce truc assez bizarre, cette espèce de pomme qui ressemble à une tête, et cette pomme un peu cubiste aussi dans sa structure. Donc voilà, plein de petites, dans la peinture, d'incursions, de petites figurations, donc cette espèce de petit pêcheur là au-dessus de cette pipe. Alors on va voyager un peu dans cette peinture, parce que je trouve que, en fait, je me suis aperçu que petit à petit, je l'ai fabriqué un petit peu comme des collages aussi. Donc ça, c'est toujours dans cette même série. Hein. On a cette espèce de faux Hans Arp qui est fait, voilà. Le vase, alors là, qui est quand même peint d'après nature, ça c'est un vase que j'ai à l'atelier. Et puis ces fleurs imaginaires. Alors, je vous fais peut-être un petit peu défiler ça. Hop. Donc voilà, dans les images en l'image, il y a souvent des choses un peu doux amères aussi. Comme c'est très coloré, je voulais qu'il y ait toujours une dimension un peu moins joyeuse dans les motifs, des choses qui sont un peu discordantes. Alors il y a quand on travaille comme ça, il y a des motifs qui reviennent, comme cette espèce de lampadaire, de villa. Vous allez voir également que je me suis mis à me dire, tiens, finalement, le papier peint, ça peut être un élément aussi supplémentaire, figuratif, comme ici, ces espèces de petites maisons vertes, ou là, ces palmiers. Il y a dans cette série-là
voilà, ce que je parlais tout à l'heure du côté un peu doux amer. On a donc la tige qui est cassée. Si vous regardez bien la toile qui est derrière, ou supposément derrière, il y a un petit gibet, donc il y a une potence. Et c'est des toiles, là, voilà aussi. C'est des toiles où j'ai commencé à m'intéresser au fait de peindre de mémoire des objets technologiques qui sont un peu devenus obsolètes. Donc, par exemple, cette radio que j'ai complètement... je me suis refusé à regarder une photo, ce qui aurait été très simple, mais cette idée aussi de refabriquer comme ça des... Donc là, vous avez une petite vue d'atelier pour voir un petit peu les formats de ces toiles-là. Voilà, donc ça, par exemple, cette toile, je vais peut-être du coup m'arrêter sur celle-là. Cette toile, c'est un format un petit peu plus grand. J'ai décidé de peindre un ordinateur Mac. Alors moi, j'ai jamais eu ça, mais c'est les premiers Mac que j'ai vus, avec le clavier et tout de mémoire. Donc ça fait un truc qui, en fait, quand on regarde les premiers Mac, ça ressemble absolument pas à ça. Vous savez où on met la disquette dedans. Et donc, on va se balader un peu dans la peinture. Par exemple, ce petit personnage de souris clochard, bon, d'où vient-il? Je ne sais pas trop. Mais souvent dans ces toiles, c'est ce qui est retravaillé le plus, effacé, repris, c'est ces espèces d'images dans l'image. Parce que je ne sais vraiment pas du tout ce qui pourrait être intéressant. J'ai finalement décidé de garder ça, qui a un côté un petit peu bizarroïde, un peu... voilà, donc ça c'est... des petits détails, c'est des peintures où on circule à l'intérieur en fait. Elles sont quand même faites pour qu'on les regarde de façon tournante. Donc je vous montre un peu les... Voilà. Après il y a, il y a des gags, moi j'aime bien les gags en peinture, donc la pomme, évidemment Apple, la pomme avec son ombre portée, et la petite souris. Donc je m'arrête sur celle-là parce que c'est un peu une série sur laquelle je commence à travailler aussi, où il y a toujours cette idée de peindre des objets obsolètes. Là, j'ai essayé de peindre un appareil photo qui était celui qu'avait mon père quand j'étais gamin, et juste de mémoire. Et en fait, j'ai fait un truc qui n'existe pas du tout, ces espèces de grosses colonnes, tout ça, ça correspond à aucun appareil photo répertorié. Et la toile s'appelle, alors j'ai rarement des titres, mais celle-là en a un, c'est souvent des titres postérieurs, Zoom in, zoom out, puisqu'il y a l'appareil photo, évidemment, avec son objectif. Mais c'est aussi que sur le vase, il y a une petite nature morte, et qui est donc une sorte de rocher, où il y a une petite tente. Et en arrière-plan, on voit quelque chose qui est en train de brûler, peut-être une ville qui brûle. Alors c'est un peu aussi un commentaire sur... et en ce moment, je fais toute une série comme ça, avec des mini-catastrophes cachées dans la peinture. C'était quelque part, rétrospectivement, je me dis que c'était aussi ce truc... bon, moi, je faisais mes petites peintures qui ont démarré pendant le confinement. On entend tout le temps parler et à raison de catastrophes. Et finalement, est-ce que j'étais pas un peu dans cette idée de la petite tente avec mes petites toiles, à imaginer comme ça qu'individuellement, je pouvais arriver à survivre à la catastrophe. Et puis c'est ce sentiment aussi d'impuissance aussi par rapport à des choses qui nous traversent et qui arrivent. Donc il y a un peu ce commentaire aussi dans cette toile. Je n'étais pas du tout conscient évidemment quand je l'ai fait, mais un peu au-delà du côté doux amer, c'est-à-dire de faire une peinture qui est très colorée, qui est assez séduisante, et puis de mettre dedans quelque chose qui est un petit peu plus inquiétant. Il y a aussi cette espèce de critique aussi du fait de cette activité de peintre, alors qu'on a l'impression que le reste du monde est en train de s'écrouler. Voilà, je vais terminer là-dessus.